Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Arthur Bataille. Tu es le CEO de Scylla. Bonjour. Comment tu vas, Arthur? Top, merci de m'avoir invité. Eh bien, écoute, on est ravis en tout cas que tu sois là. On va parler aujourd'hui de cybersécurité, pour le coup. Est-ce que tu peux commencer par te présenter qui tu es, d'où tu viens? C'est parti pour le CV de l'invité. Ok, alors donc moi je viens d'une école d'ingénieur, j'ai fait maths sup, maths spé, puis après une grande école d'ingé. Ok, c'est bon, tu m'as déjà perdu là. Non, je plaisante. C'est vrai à ce point-là? Non. Non, donc prépa scientifique, Ouais. j'ai intégré une école d'ingé qui s'appelle Télécom Sud Paris. Comme tous les ingénieurs, j'ai décidé de ne pas faire des télécommunications, du réseau, puisque c'est plutôt généraliste. Ouais. Et je me suis orienté sur les parties finances de marché. Je suis arrivé derrière chez un broker en salle de marché où j'étais très mauvais analyste financier. Et donc, pour compenser ma médiocrité, j'ai commencé à faire du développement commando, à tout automatiser. Et ce qui m'a permis de prendre une belle expérience professionnelle, de m'enrichir des personnes que j'avais autour de moi. Et c'est là où j'ai compris que pour travailler avec des individus, il fallait avant tout dialoguer, discuter, comprendre leur métier pour pouvoir derrière créer des produits qui soient adaptés à leurs enjeux. Ok, ça marche. Donc aujourd'hui, tu es un entrepreneur. Clairement, tu as monté des boîtes, tu as rejoint des boîtes que tu pilotes aujourd'hui, c'est ça? Alors, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Silicom, dont Ouais. je suis à la tête aujourd'hui. Et je pense être un entrepreneur parce que j'ai créé Scylla en 2019. Ouais. Donc, Scylla, qui est une société de cyberentraînement en partenariat avec Airbus Cyber Security. Très bien. Ton lien avec la cyber à la base, d'où ça vient? Je pense que intrinsèquement, on fait toujours la cybersécurité. On ne peut pas travailler sur un système d'information, sur une application, sans penser aux enjeux de pénétration, de vulnérabilité qu'on peut avoir sur cette application. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, quand on travaille avec les métiers, on a toujours une considération par rapport à la sécurité du métier concerné, à la qualité de service qui est rendue aux utilisateurs. Et moi, j'avais un attrait particulier pour tout ce qui était autour du chiffrement, des algorithmes, parce que j'avais un passé mathématique. Ouais. Et de fait, je me suis inscrit dans cet univers, et qui était en plus un univers très enrichissant, et qui était le cœur de métier de la société dans laquelle je suis arrivé en 2014, c'est-à-dire Silicom. Très bien, ok. Donc, rapidement, Scylla, si tu peux pitcher peut-être ce que fait la boîte en 2 minutes. Alors en 2 minutes, on est le Netflix de la formation et du cyberentraînement, c'est-à-dire Ouais. qu'on va allier des cours théoriques sur une plateforme et c'est à la demande, c'est-à-dire que les gens peuvent aller sur cette plateforme, consulter tous les contenus de la plateforme, Ouais. des formations sur les télécommunications, les réseaux, l'IT au sens général du terme, qui Ok. vont leur permettre d'avoir un socle de compétences techniques suffisant pour derrière faire de la sécurité. D'accord. Et donc, une fois qu'on est arrivé à un socle théorique suffisant, derrière, on va les orienter sur des parcours d'apprentissage avec des TP, TD qui sont réalisés chez notre partenaire. Alors, au travers de la plateforme SaaS qui s'appelle la CyberEng, qui est une plateforme de simulation Ok. et qui va représenter en conditions réelles le fonctionnement d'un réseau, le fonctionnement d'un IT, sur lesquels les gens vont pouvoir faire des scénarios d'attaque et de défense. Et c'est comme ça qu'ils vont progresser en cyber. D'accord, ok. Donc, tu sors pas juste avec des connaissances finalement théoriques. En théorie, justement, tu es censé avoir pratiqué concrètement sur des use cases un peu précis pour demain être confronté à des vrais problèmes dans les entreprises, quoi, pour le coup. Le gros enjeu, c'est qu'en ayant eu un passé ingénieur d'école, généralement, c'est pas le polycopier qui fait qu'on est performant techniquement. C'est les travaux pratiques, les travaux dirigés qu'on peut réaliser. Ouais. Et donc, on est parti de ce postulat en se disant, on a besoin quand même d'avoir un socle technique, donc on a besoin du polycopier pour comprendre et donc d'avoir un Wikipédia de l'ingénieur. Mais il faut qu'on ait réellement les mains dans le cambouis. Et c'est là tout l'intérêt de notre solution avec Airbus, c'est que on permet à des personnes d'avoir accès à un outil ultra premium qui était réservé aux grands ministères, à la DGA, donc la Direction Générale de l'Armement, à des pays divers et variés qui peuvent acheter le caisson CyberEng d'Airbus, mais à un prix très très important, alors que nous, on l'a complètement démocratisé et on l'a rendu accessible par le biais de la formation à un grand nombre. Très clair, ok. Juste, ça s'adresse à des personnes qui sont sur le marché du travail ou qui sont encore dans un cursus entre guillemets universitaire, scolaire? Alors, la question est intéressante parce qu'il y a une notion de mutation des compétences qui est indispensable dans nos métiers, et encore plus avec la situation actuelle que l'on vit, puisqu'aujourd'hui, la recrudescence d'attaques dans l'univers de l'IT font qu'on a besoin d'avoir des gens toujours plus performants. Néanmoins, il y a énormément de besoins et de postes ouverts dans ce métier, donc ça s'intéresse à des demandeurs d'emploi,
Ça s'adresse à des personnes de l'IT qui doivent continuer à améliorer leurs compétences et à rester à jour. Ouais, d'accord. Et ça s'adresse aussi à toutes les catégories socio-professionnelles parce qu'il y a énormément de métiers dans la cyber. Il n'y a pas que des métiers techniques, il y a aussi des métiers fonctionnels, des métiers autour du commerce. Donc il y a plein de postes ouverts. Très clair, ok, super. Alors justement, on a posé un peu les bases. Petite punchline comme ça. Aujourd'hui, tu me dis les entreprises, elles ne sont pas prêtes en termes de cybersécu. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut craindre sans cesse une notion d'attaque. Ça veut dire que de toute façon, ça surviendra. Donc avant, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Okay. Avant, on se posait les questions de quand. Maintenant, aujourd'hui, il ne faut plus se poser la question de quand. C'est comment je vais traiter le sujet, comment je vais communiquer par rapport à une situation de vulnérabilité de mes systèmes, comment je vais gérer derrière la continuité de mon activité et comment je vais reprendre mon activité de manière normale. Et je pense qu'aujourd'hui, le manque que nous avons, c'est que les populations, qu'elles soient ingénieurs ou techniques, ne sont pas suffisamment formées à ces enjeux de cyber, parce que de toute façon, c'est un environnement qui est en constante mutation et évolution, et les technos d'aujourd'hui ne sont pas les technos d'hier et ne seront pas les technos de demain. En termes de cyberattaque, c'est quoi? C'est de l'espionnage industriel? C'est accéder à des bases de données, des infos confidentielles? Concrètement, qu'est-ce que risque une entreprise en cas d'attaque aujourd'hui? Alors, on va dire qu'il y a 3 grandes catégories. Il y a la malveillance, c'est-à-dire un acte malveillant qui peut venir de l'interne ou de l'extérieur, donc de personnes qui veulent détruire le modèle économique de l'entreprise. Il y a la notion d'espionnage industriel, c'est-à-dire récupérer des données et des informations qui vont perturber économiquement la société cible et donc forcément créer une situation favorable pour le concurrent. Et puis après, derrière, il y a le vol de données, plus en notion de propriété intellectuelle, et qui est beaucoup plus grave, puisque, comme on le sait tous, aujourd'hui, la donnée est reine, et c'est l'un des enjeux majeurs de nos métiers. Ok, ça marche. Donc effectivement, déjà bien avoir en tête qu'il y a des attaques qui sont régulières, et essayer de se protéger au mieux. Comment aujourd'hui on assure la résilience de ces données en cas d'attaque? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Est-ce que c'est je claque des doigts, j'embauche un consultant en cybersécu qui me fait un espèce d'audit et ensuite on avance? Comment concrètement une boîte peut s'améliorer en cybersécu? Alors, je pense qu'embaucher un consultant spécialisé en sécu, c'est pas une mauvaise chose. Je ne peux pas dire le contraire. Par contre, c'est pas suffisant. C'est un ensemble de mesures, de pratiques, d'outils, de produits qui vont être mis ensemble et qui vont permettre de mettre en place une bonne politique de sécurité au sein de l'entreprise. Après, il faut faire attention à ne pas faire de la sécurité pour la sécurité. Déjà, pour un premier point, c'est qu'il n'y a rien qui n'est pas vulnérable, mis à part quelque chose qui fonctionne seul, c'est-à-dire coupé de tout. Pour l'instant, on ne travaille pas dans des caves, donc on ne risque pas de fonctionner de cette manière-là. Donc il faut plutôt avoir une vision à l'inverse de ce qui était la vision qu'on proposait dans le domaine cyber, c'est-à-dire du château fort, en se disant on est derrière nos remparts, et puis on met plusieurs remparts, et puis on met des douves avec des crocodiles, et puis des gens embusqués dans la forêt pour détecter les attaquants. Faut plutôt avoir une vision aéroport, de se dire qu'en gros, on a des services qui arrivent, donc ce sont les avions, et on doit avoir géré des strates de sécurité comme des couches, mais en ayant des gens extérieurs qui arrivent. Et ces gens extérieurs, en fait, c'est pas des individus, c'est de la donnée. Et donc, l'objectif d'une entreprise, c'est de bien gérer cet afflux de données qui est indispensable pour son métier, et comment elle va restituer après cette donnée vers l'extérieur sans être compromise par la suite. Donc, il y a les outils avec tous les produits qu'on peut mettre en place et de nouvelles pratiques autour notamment des suites DevOps et des outils cloud qui sont indispensables à nos métiers, d'autant plus qu'on travaille à distance. Mais il y a derrière les couches de sécurité d'un point de vue réseau qu'il va falloir gérer, administrer et surveiller. Et c'est là où on va avoir besoin d'équipes, d'architectes qui vont créer des architectures IT qui vont être résilientes, mais aussi qui vont être pratiques pour les utilisateurs finaux. Parce que souvent, on perd les utilisateurs finaux, et donc derrière, on crée des failles de vulnérabilité parce que les utilisateurs vont trouver des solutions de contournement. Qui sont les utilisateurs finaux? C'est les utilisateurs de ces solutions, tu veux dire, techniques? Alors, ce sont les employés internes des entreprises qui peuvent utiliser l'IT au sens général du terme pour avoir accès à des serveurs de fichiers, partager des documents. Donc ça, c'est des choses très basiques. Ce sont les services financiers des entreprises qui, eux aussi, ont des responsabilités et doivent faire attention à ne pas être vulnérables, ne serait-ce que par rapport à leur politique des mots de passe. Puis après, ce sont aussi les clients de ces entreprises qui, elles aussi, vont donner de l'information et des données. Donc globalement, on est tous dans un écosystème, dans ce qu'on appelle le cyberespace, et on est tous interdépendants les uns des autres. À partir du moment où on travaille avec une entreprise, on est potentiellement vulnérable par rapport à cette entreprise. Et demain, travailler sur notre souveraineté numérique au sein des entreprises, c'est travailler sur la souveraineté de l'ensemble, pas simplement juste de se considérer de manière unique et individuelle, mais de considérer ce que les autres peuvent apporter ou peuvent plus réfléchir en termes d'écosystème et plus centré sur soi uniquement, quoi.
Complètement. Ok. À partir de quand on réfléchit à mettre en place à développer sa cybersécurité et est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont, je sais pas, plus complexes que d'autres, enfin plus, comment dire, plus au centre Mmh. de ces enjeux-là? À partir du moment où il y a les enjeux financiers, c'est toujours beaucoup plus complexe. Donc Ok. déjà, tout ce qui est fintech, industrie, Ouais. notamment dans les marchés défense ou les opérateurs télécoms, sont des cibles. Donc c'est ce qu'on appelle généralement des OIV. Alors j'ai oublié toute la partie pharmaceutique, médicale, les hôpitaux, les institutions publiques. Donc, entre guillemets, ces grands groupes d'importance vitale pour la nation sont entre guillemets, des cibles Ouais. pour des attaquants. Ok. Mais après, derrière, vous avez toute la chaîne de valeur de la sous-traitance qui, elle aussi, devient une cible parce que, comme elle récolte de la donnée, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, également, elle peut être une porte d'entrée pour ces futures failles de sécurité. Très bien, ok. Enfin, très bien. Je sais pas. Je ne sais pas si c'est très bien, mais maintenant on va parler du Covid pour le coup, qui a complètement changé la donne sur ce domaine-là. Tu me disais qu'il y avait plus d'attaques. Pour le coup, tu avais l'image du tsunami, c'est ça? Déjà, tu te Ouais. prends un peu la rafale du Covid avec toutes les difficultés que tu peux avoir à gérer ta boîte, etc., ton activité. Et après, il y a Il y a la réplique. il y a la réplique, quoi, finalement. Ouais. Comment ça se concrétise, du coup? Alors, je pense que déjà, il y a une notion de reconnaissance des attaques, mais il y a aussi une notion de connaissance de ces attaques. C'est-à-dire qu'avant, il y avait énormément d'attaques, mais les DSI étaient inconscientes, ils n'avaient même pas une vision et n'administraient pas, et ne supervisaient pas leur réseau Ouais. pour pouvoir voir tout ce qui se pouvait se passer. Le deuxième sujet par rapport au travail à distance, c'est qu'on a donné des moyens, des outils, des produits, des applications, des composants à des personnels d'entreprise qu'ils ont utilisés chez eux, dans leur espace personnel. Ouais. Et pas forcément avec les mêmes niveaux de sécurité que ceux qu'ils pouvaient avoir quand ils sont au sein de l'entreprise, on va dire derrière leurs murailles. Okay. Et donc c'est en cela où justement il y a cette logique d'aéroport, encore une fois, c'est que on a potentiellement des gens qui partent avec de la donnée, qui vont traiter cette donnée, qui vont l'utiliser et l'employer à distance, et qui après derrière vont revenir et vont réimporter cette donnée au sein des seins dans le cœur de l'entreprise. Ok, donc un salarié qui va chez lui, qui je sais pas, travaille navigue sur Internet, etc., et fait ses trucs perso avec son matos un peu professionnel, ça peut poser problème pour le coup. Ça pose problème parce que déjà, il peut par exemple juste tout bêtement être connecté sur sa box et donc pas avoir les mêmes niveaux de sécurité que ceux qu'il peut avoir au niveau de l'entreprise. Donc il n'aura pas tous les systèmes de firewall, de sécurité, de détection. Et donc s'il n'est pas connecté en VPN, il est forcément beaucoup plus vulnérable qu'un employé qui est dans l'entreprise et donc protégé. Donc les solutions, c'est de contrôler finalement un petit peu à distance, enfin de sécuriser peut-être le matériel, déjà, la façon de travailler. Il y a des solutions déjà pour améliorer les conditions de travail en distance, dont j'avais parlé du VPN, mais il y en a plein d'autres. Ouais. Il y a la surveillance aussi, qui est le rôle des DSI des entreprises. Il y a la sécurité intrinsèque des applications qui doivent être développées avec une notion de ce qu'on appelle le Secure by Design, c'est-à-dire qu'elles ont déjà une réflexion de quelles sont leurs limites et leurs vulnérabilités. Alors, je pense typiquement à ce qu'on connaît tous, les applications bancaires qui sont très sécurisées parce qu'évidemment, il y a un intérêt économique. C'est simple de le comprendre. Et après, il y a aussi la notion d'hygiène numérique, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que les gens soient formés et sensibilisés aux enjeux de la cyber et qu'ils n'utilisent pas les outils professionnels à des fins personnelles et inversement, qu'ils n'utilisent pas leur environnement personnel dans l'environnement professionnel. Ok, écoute, très clair. Alors maintenant, effectivement, on va toujours aborder le prisme de la cyber, mais à travers un dernier axe, c'est le recrutement, pour le coup. Ça doit être très compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué pour plusieurs raisons. Déjà, parce que forcément, c'est un sujet, on va dire, à la mode. Ouais. Donc, énormément de sociétés se lancent dans la cyber et on voit émerger un grand nombre d'entreprises qui se revendiquent être expertes dans le domaine. C'est compliqué parce que c'est un domaine qui est complexe, où il y a besoin d'avoir des gens qui ont un niveau de connaissance générale de la tech qui est très important. Avec en plus perpétuellement de la remise en question, parce qu'ils sont compétents à un instant donné, ils ne le sont pas demain, potentiellement. Ouais. Et puis c'est compliqué parce que, entre guillemets, on manque de bras. Donc il faut qu'on aille chercher les bras là où ils sont, donc dans les écoles, dans les universités, mais aussi qu'on se remette un peu en question en mettant un peu plus de place pour les femmes dans cet environnement. Justement, c'était un petit peu tu devances ma question, les femmes dans la tech, justement, et dans la cyber. On n'a pas de stats. Ce serait curieux d'avoir des stats, genre 1 ou 2% peut-être, non? 10%, non, ça a progressé. Alors, dans la tech, on est entre 15 et 20%. Oui, dans la tech en général. Ouais. Ouais. Et on peut considérer qu'on divise par 3 ou par 4 le chiffre dans la cyber. Mais d'un autre côté, c'est assez compréhensible, parce que vous avez
Enfin, déjà, quand il y a une pénurie de profils dans la tech, forcément, sur un domaine très particulier de niche, vous avez exactement la même pénurie de profils, mais exacerbée. Il y a comment dire, des initiatives qui sont mises en place pour booster ça, pour peut-être attirer plus les femmes sur ces métiers-là ou, Alors, il y a énormément d'initiatives qui sont gérées, alors, typiquement par le pôle excellence cyber dont SILA fait partie, par Exatrust, par les différents salons auxquels l'écosystème cyber participe, qui justement essaie de promouvoir la cyber pour les femmes et de manière générale la tech, le numérique. Ouais. Alors je pense à Women for Cyber, je pense au CLUSIF, qui ont des très belles initiatives et qui aujourd'hui avancent sur cette dynamique-là de sensibilisation, parce que c'est un sujet qu'on doit traiter avec plutôt des collégiennes, des lycéennes qui vont avoir des enjeux à faire, des choix à faire dans leur parcours. Et je suis désolé, mais la tech, c'est pas réservé qu'aux hommes. Ah bah, alors là, c'est complètement partagé pour le coup. Et à quand les quitter? Pour le coup, ça, Disons demain. disons demain, soyons optimistes, disons demain. Non, mais il faut se poser une question simple, j'aime bien cette analogie avec la Première Guerre mondiale où les hommes sont partis au front et il a bien fallu que les femmes les remplacent sur les métiers de l'industrie. Aujourd'hui, on n'est même plus dans cette dynamique-là. Les hommes sont partis au front sur ces sujets de la cyber. Maintenant, il faut que les femmes nous rejoignent pour traiter, parce qu'on n'aura pas assez de bras et on a besoin aussi de leurs compétences. Ok, et puis c'est toujours sympa de travailler aussi avec des femmes, et voilà, et d'avoir des mixités dans les équipes, c'est super important. On va passer aux questions. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui, Arthur? Je suis plus fier ce dont je suis plus fier, c'est le partenariat avec Airbus Cyber. Ok, d'avoir finalement un acteur hyper référence peut-être, partenaire comme ça. Voilà, d'avoir un partenaire grand groupe qui a accepté de nous tendre la main et de monter un partenariat avec une start-up. Je trouve ça extraordinaire. Cool. Est-ce que tu as des rituels? Le matin, je sais pas, le soir Le téléphone. Le téléphone, il est jamais très loin. Non, je commence très très tôt et je passe mon premier coup de fil vers 6h15, 6h30. Ah oui, d'accord, ok, très très tôt. Alors du coup, tu te lèves à 5h Oui, à peu près, un peu après, 5h30, 5h45. Très bien, ok, tu me diras comment tu fais pour tenir. Et Café. Comment? Café. Café. Tu me donneras la marque. Si tu avais un conseil à donner en tant qu'entrepreneur, justement, ce serait lequel? À des personnes qui se lancent ou voilà, qui ont des idées, tu as un peu de recul maintenant? Je pense que la plus grosse erreur que l'on peut commettre en tant qu'entrepreneur, c'est de penser qu'un modèle est vertueux sans qu'il soit rentable. Et moi, je suis partisan de dire qu'à partir du moment où on crée une entreprise, on doit tout de suite avoir un modèle économique et trouver des solutions pour qu'il y ait déjà, entre guillemets, une clientèle, un chiffre d'affaires qui se crée et donc qui va créer et générer de la valeur. Dépenser plus que ce que l'on rapporte, c'est toujours compliqué. Puis à un moment donné, on ne peut pas toujours avoir des subventions et faire des levées de fonds. Le truc le plus con que tu as entendu dans ton métier, dans la tech? C'est une fille, elle n'est pas capable. Ouais, effectivement, c'est sacrément con. Ouais. On m'a demandé le plus con, donc du coup, j'ai répondu. Tu as entièrement raison. Est-ce que la tech te fait peur? Oui. Tant qu'on ne maîtrise pas quelque chose, forcément, on est dans une situation de crainte. Donc forcément que je suis inquiet de la tech, que ce soit pour mon entreprise, que ce soit par rapport à l'évolution de mon secteur d'activité. On se remet toujours en question de se dire est-ce qu'on sera toujours pertinent demain et en fait, il n'y a pas de vérité absolue. Heureusement que j'ai des gens qui m'accompagnent, qui m'entourent, qui sont beaucoup plus compétents que moi. Ça marche. A contrario, est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? Non, je n'ai pas de regrets. Pas de regrets. Non, je suis heureux de faire ce que je fais et c'est pour ça que je me lève tôt le matin et que je termine tard, c'est parce que je suis passionné. Très bien, ça se sent en tout cas. Et dernière question qui a complètement un rapport avec la cybersécurité, quel est ton plat préféré? Les pâtes. Peu importe avec la pesto, bolo. Peu importe. Les pâtes. Ok, ça roule. On se fera un bon plat de pâtes ensemble. Alors avec ça marche. Plaisir. Écoute Arthur, en tout cas, on arrive à la fin de cette interview. C'était un plaisir d'échanger avec toi et on a brossé pas mal de choses sur la cyber. C'était super intéressant. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à nous follow sur tous les réseaux et on vous dit à très bientôt sur un nouvel épisode, un nouvel invité, un nouveau sujet. Salut les amis, ciao.